La mycologie, c'est l'étude des champignons microscopiques d'intérêt médical. C'est pas les champignons qu'on mange. Hein? Les champignons, c'est quoi en Swahili? Oui, c'est pas les bouyoga, c'est des micro-organismes que l'on appelle champignons, parce que vous êtes capable de dire des choses pareilles. Donc, c'est l'étude des champignons microscopiques. Ces champignons ont deux types de formes. Soit ils sont unicellulaires, ça veut dire une seule cellule, qui peut être ronde ou ovale. Et ils se multiplient par bourgeonnement. J'ai donné l'exemple. Ça, c'est quand ils ont une seule cellule, d'accord? Ils sont unicellulaires. Ils ont une forme ovalaire ou bien ronde et ils se multiplient par bourgeonnement. C'est le cas du candida. Par contre, la deuxième forme peut être filamenteuse. Vous verrez les images, c'est comme des branches avec des ramifications. Ça, c'est la forme filamenteuse. Et quand les champignons ont des filaments, on les appelle les hyphes, comme c'est écrit là, les hyphes. Et donc, ces hyphes ou ces filaments peuvent être segmentés. Mais chaque segment en soi représente un organisme séparé, parce qu'il a un cytoplasme et des noyaux. C'est le cas de l'Aspergillus. J'espère que il y a une image par rapport à ça, et vous allez comprendre ce que j'ai dit. Donc, les champignons ont deux types de formes, ceux qui sont unicellulaires, donc une pièce unique, une seule espèce, arrondie ovalaire. J'en ai parlé. Et il y en a qui sont filamenteuses. Quand vous les regardez au microscope, c'est comme si c'était des branches. C'est comme si c'était des branches d'un arbre, bien sûr. Alors, ils ont des filaments, mais les filaments là sont segmentés, sont séparés. Alors, ces segments-là contiennent à chaque fois un cytoplasme et un noyau. Sur la dia d'après, il y a des images, vous allez voir et comprendre. J'ai donné l'exemple de l'Aspergillus. Donc, le candida est un champignon unicellulaire, tandis que l'Aspergillus, par exemple, c'est un champignon filamenteux, donc c'est un hyphe. Voilà. Il faut savoir que ces champignons ont ce qu'on appelle des spores. Ils portent également des spores. Et ces spores permettent la propagation de ces champignons, mais aussi l'identification des champignons. Parfois, on peut bien identifier les champignons en regardant les détails de leurs spores. Donc, les spores permettent la propagation ou la transmission de ces champignons chez l'autre, chez les humains ou chez les animaux, mais en même temps, les spores permettent aussi d'identifier les types de champignons. Voilà. Une infection des champignons est dite une infection fongique, comme ici, ou alors mycosique, parce qu'on les appelle soit champignons ou soit mycoses. Donc, une infection aux champignons, c'est une infection qui est fongique, ou alors une infection mycosique ou mycotique. Si vous lisez dans les livres, vous entendez mycosique, mycotique, mycose, sachez qu'il s'agit d'une infection aux champignons et non au bouyoga. Voilà. Alors, vous devez savoir que parmi les spores, il y en a de deux types. J'ai dit que les spores permettent la propagation et l'identification des champignons. Mais les spores également sont de deux types, c'est important de retenir. Il y a les spores asexués. C'est ça qu'on appelle également les conidies. Il faut bien retenir tous ces mots. Quand une spore est asexuée, on l'appelle conidie. Madame, tout est clair, il n'y a que toi qui te plains. Parce que tu as de nouveaux cheveux. On a dit qu'il y avait deux types de spores. Il y avait les spores asexués et les sexués. Oui, s'il vous plaît. Les spores asexués sont appelés conidies. C'est ça le nom. Voilà encore un joli nom à donner à vos enfants, bébé conidie. Conidie, voilà, c'est beau. Alors, les spores asexués sont appelés les conidies. Et les conidies sont de plusieurs aspects. Hein. Il y a plusieurs formes de conidies. Les arthrospores, les chéalospores, les chlamydospores, etc. Ça, ce sont les types de conidies qui existent. Donc, parmi les spores asexués qu'on appelle les conidies, il y a tout ce que vous voyez ici.
les arthrospores, les fialospores, les chlamydospores, blastospores et sporangiospores. Donc tout ça, ce sont les spores qu'on appelle les conidies. Mais pour moi, ce que vous devez retenir, c'est qu'il existe deux types de spores. Les spores asexués qu'on appelle les conidies et les spores sexués, d'accord, dans lesquels on trouve les zygospores et les ascospores. Pour moi, c'est ça qui est important, savoir qu'il y a deux types de spores. Spores asexués et spores sexués. Pour moi, c'est plus important. À votre stade, je ne vais pas chaque fois vous demander les détails des noms des microbes, d'accord? Donc, vous pouvez retenir cela. Mais, j'ai une observation importante, ça aussi c'est une question pour vous. La majorité des champignons pathogènes, ça veut dire les champignons qui créent les maladies chez les humains ou chez l'autre, ils ne forment pas des spores sexués. Donc, la majorité des champignons pathogènes sont des conidies. C'est ça que cette phrase veut dire. Donc, les conidies forment la majorité des champignons qui sont pathogènes pour l'homme. Donc, si je donne les zygospores, ascospores, et puis je détaille, je dis que ce sont des spores asexués. Et puis, je mets d'autres qui sont des spores sexués. Et puis, je vous pose la question, veuillez cocher les spores qui sont impliqués dans la pathogénie ou dans la pathologie humaine. Vous allez cocher les spores qui sont asexués, qui sont les conidies. C'est clair, non? D'accord. Alors, voici maintenant les images. Ça, ce sont les formes unicellulaires. Regardez l'image, c'est une seule cellule que vous voyez chaque fois et ils se multiplient par bourgeonnement. Ils ont des formes de 8 avec une grosse tête et une petite tête. Ça, ce sont les cellules unicellulaires. Ce sont les champignons unicellulaires. Mais par contre, regardez ces champignons ici, ils se présentent comme des arbres. C'est ça qu'on appelle des filaments ou les hyphes. Ça veut dire qu'ils sont ramifiés. C'est comme des filaments ou comme des hyphes. Mais si vous regardez bien, ces filaments sont segmentés ou séparés. Donc chaque filament a une cellule et un noyau. Une cellule et un noyau. Une cellule et un noyau. Ici, j'ai agrandi. Voilà. C'est ça que j'étais en train de vous dire sur l'autre. Non, ici. Je vous disais que les formes filamenteuses qu'on appelle les hyphes sont segmentées. Et chaque segment contient le cytoplasme et le noyau. Ici, regardez, ça c'est un segment. Il y a le noyau et le cytoplasme. Noyau, cytoplasme, noyau, cytoplasme. Ça, ce sont les hyphes. J'ai mis plusieurs images pour que vous puissiez comprendre. Alors, l'ensemble de tous les hyphes qui sont là forment ce qu'on appelle le mycélium. Ça, c'est un mycélium. Quand vous voyez quelque chose qui ressemble à un arbre, comme ceci, c'est ça qu'on appelle le mycélium. Le mycélium est formé de plusieurs hyphes. Les hyphes sont formés de plusieurs cellules qui s'accolent les unes aux autres. Je reviens ici à la définition. Suivez. Par rapport à la morphologie, celles qui sont unicellulaires sont rondes et puis se sont séparées les unes des autres. Donc, c'est une cellule individuelle séparée de l'autre. Ça, ce sont les unicellulaires. Quant aux formes filamenteuses, ils sont sous forme de filaments. Ces filaments sont appelés des hyphes. Les hyphes sont segmentés et chaque segment porte des noyaux et des cytoplasmes, comme ici. Vous le voyez, tout ça, ça c'est un hyphe. Ça aussi c'est un hyphe et ça c'est un hyphe. L'ensemble des hyphes forme ce qu'on appelle le mycélium. Donc ça, tout ça c'est un mycélium. Ça aussi c'est un mycélium. Le mycélium est composé des hyphes. Les hyphes sont composés des segments dans lesquels il y a un noyau et un cytoplasme. Et donc vous avez des belles images. Merci. Alors, les champignons sont hétérotrophes. Hétérotrophes, ça signifie qu'ils ne peuvent pas produire leur propre nourriture. Ils sont obligés de se nourrir dans l'environnement. C'est comme nous, les humains. On ne produit pas notre propre nourriture. On doit aller chercher la nourriture. Par contre, les organismes autotrophes, ils produisent eux-mêmes leur nourriture et ils mangent. Par exemple, les bactéries. La plupart des bactéries produisent leur propre nourriture et ils les mangent. Mais nous, les humains, on doit aller chercher la nourriture. On doit chercher les maragis, le riz, les ugali, les poissons.
On est hétérotrophe. Si on était autotrophe, on mangerait in situ, là où on est sur place. On produit notre propre nourriture et on mange. Les champignons également sont comme nous. Alors, je disais que les champignons sont hétérotrophes. Ça veut dire qu'ils ne produisent pas leur propre nourriture. Ils doivent aller chercher la nourriture ailleurs. Il existe ceux qui sont commensaux. Ça veut dire que ceux qui habitent, d'accord, sur la peau, sur les muqueuses. Dans la bouche, il y en a également, les candidats et autres. Il y en a qui sont pathogènes. Ça veut dire que quand ils vous infectent, ils provoquent des maladies. Et il y en a qui sont opportunistes. Opportuniste, ça veut dire qu'en temps normal, quand vous êtes immunocompétent, quand votre immunité est correcte, ils ne font rien. Mais il suffit que vous ayez une immunodépression, par exemple le VIH. Hier, j'ai donné le VIH à large échelle, c'était bon. Alors, si vous avez, par exemple, le VIH, certains qui étaient devenus gentils deviennent méchants et ils vous attaquent parce qu'il n'y a plus d'immunité, il n'y a plus de soldats, selon le cas. Donc, c'est important. Alors, pour se contaminer, pour se contaminer par les mycoses, on a deux types de contamination. Les gens qui portent les commensaux ici, ce sont des microbes, des champignons que l'on a sur nous, dans nos bouches, dans le tube digestif, dans le vagin, dans l'anus, etc. Et en cas d'infection, vous pouvez avoir une contamination endogène. Ça veut dire que vos propres microbes vous contaminent parce qu'il y a un déséquilibre, par exemple. Ça, c'est une contamination endogène. Mais vous pouvez aussi avoir une contamination qui vient de l'extérieur. Par exemple, dans les fientes des pigeons, il y a beaucoup de mycoses. Vous connaissez les fientes des pigeons? Les cacas des pigeons. Pour les gens qui élèvent les pigeons. Souvent, les fientes des pigeons, il y a des gens qui élèvent des pigeons. D'accord? Et vous pouvez trouver des spores des champignons. Et dans ces cas, il suffit par exemple que vous soyez en train de balayer ou de mettre de l'ordre dans votre grenier ou dans votre ferme, vous les avalez ou vous les aspirez. Et ils créent en vous une maladie. Ça, c'est une contamination exogène. Mais vous pouvez également vous contaminer par voie cutanée. Par exemple, lors d'un rapport sexuel non protégé, pour les cas de Candida albicans, parce qu'il y en a beaucoup dans les vagins des femmes. Et quand il y a une perturbation de la flore, on peut avoir beaucoup de candidats. Et l'homme qui a des rapports sexuels là-bas, soit avec son pénis, ou soit alors avec sa langue ou quoi, il peut également s'infecter. Et voilà, cela vous crée des maladies. Mais il existe des facteurs qui favorisent cette contamination ou cette transmission. Il faut retenir l'âge. Chez les personnes âgées surtout, ils ont plus de possibilités ou de malchance de faire la maladie. Il y a des facteurs physiologiques, par exemple la grossesse. Pendant la grossesse, il y a une perturbation des hormones, il y a une immunosuppression relative. Ça veut dire quoi? Normalement, la grossesse, c'est un corps étranger pour une femme. L'organisme, par nature, rejette tous les corps étrangers. Alors, la grossesse, c'est un corps étranger de notre type qui entre en lui avec les caractéristiques génétiques possibles. Normalement, la femme ne devrait pas tolérer la grossesse. Elle devait automatiquement avorter. Mais qu'est-ce qui se passe? L'organisme provoque ce qu'on appelle une immunosuppression relative. Il supprime beaucoup de choses des cellules de l'immunité pour que l'organisme de la femme... Je disais que la grossesse, c'est un corps étranger. Pour que la grossesse subsiste ou persiste chez une femme, il faut que l'organisme de la femme puisse provoquer ce qu'on appelle une immunosuppression. Il supprime la plupart des cellules de l'immunité pour qu'il ne puisse pas rejeter la grossesse et que le corps étranger puisse être toléré, qu'il puisse grandir et croître donc dans son organisme. Alors par ces mécanismes, l'organisme de la femme, par exemple, va supprimer plusieurs anticorps, plusieurs cellules de l'immunité. Voilà pourquoi la grossesse est tolérée et la femme va la porter jusqu'au bout. Alors cet état-là, c'est très bien. Ça permet à la grossesse d'aller jusqu'au bout. Mais ça supprime également une bonne partie de l'immunité. Alors dans ces cas de figure, certaines infections ou certaines mycoses ou certains champignons peuvent également contaminer les femmes enceintes. J'ai parlé par exemple des candidats.
Et ce sont là des conditions physiologiques. Par exemple, pendant les règles aussi, chez les femmes, pendant les menstruations, il y a une perturbation de l'hormone et une perturbation immunologique. Ce qui fait que, par exemple, vous allez regarder chez la plupart des femmes, quand elles font des règles, elles ont des boutons qui apparaissent sur la bouche ou sur la lèvre, ce qu'on appelle le bouton de fièvre. En fait, le bouton de fièvre, c'est un herpès, c'est un virus que la plupart des gens portent déjà et qui se réactive pendant la menstruation. C'est un herpès catamenial. Et quand la menstruation est partie, le virus disparaît et c'est souvent fréquent chez les femmes. D'accord. Et l'immunodépression dont j'en ai parlé. Alors, suivant leur localisation, il y a ce qu'on appelle les mycoses superficielles. Les mycoses superficielles, ce sont celles qui sont sur la peau et les muqueuses. Sur la peau, sur la bouche, le vagin, etc. Ce sont des muqueuses superficielles. Oh, madame, qu'est-ce qu'il y a? Vous toussez? Ah. Et il existe également des mycoses profondes. Les mycoses profondes, ce sont celles qui affectent l'organisme, en fait, les organes intérieurs. Par exemple, les mycoses qui affectent l'ésophage, c'est à l'intérieur, qui peuvent affecter les intestins et autres. En général, ça c'est grave parce que c'est en général très compliqué de les soigner. Et souvent, ils arrivent en cas de VIH. Quand vous avez le VIH, quand vous passez à la phase de ce qu'on appelle le sida, d'accord, vous avez des mycoses profondes, vous avez une candidose ésophagienne, donc une infection de l'ésophage par les champignons qu'on appelle candida, et ça provoque ce qu'on appelle une dysphagie. Vous ne pouvez pas avaler. Dès que vous avalez, vous vomissez. Vous avez mal, vous avez des douleurs, vous avez du mal à avaler parce que le tube digestif tout entier est infecté par les candidats, etc. Donc, il y a les mycoses superficielles et les mycoses profondes. Mais ce que vous devez savoir en général, c'est que les mycoses provoquent en général les maladies chroniques. Les infections mycotiques, ce sont les infections qui restent un peu plus longtemps. Vous allez voir pourquoi. Ils restent un peu plus longtemps, etc. Ce ne sont pas des infections aiguës en général comme les bactéries. Ça fait une semaine, 2 semaines, 3, ça part. Les infections de mycoses peuvent rester longtemps. Et je vais vous montrer sur votre corps les infections qui restent très longtemps. Voilà. Les milieux de culture par excellence, les milieux de culture classiques, pour la plupart des mycoses, c'est les milieux de saburo. Il faut bien retenir ce mot ici, saburo. Hein? Un nom que vous pouvez donner par exemple à votre chien, Saburo. Un chien qui s'appelle Saburo, c'est un nom scientifique. Hein, au lieu d'appeler votre chien Milou. C'est quoi Milou? Vous l'appelez Saburo. Voilà. Les milieux classiques, c'est les Saburo, même s'il y a des champignons qui ne poussent pas là-bas. Et la plupart... Pardon? Je ne vous entends pas. C'est un peu comme la gélose au sang, mais il est différent. Lui, il est de couleur chocolatée. Je peux peut-être chercher des images. C'est le milieu des saburo. Voilà. Alors, en fait, la composition des nutriments est différente pour permettre à ce que les levures, les champignons et autres puissent pousser. Alors, les champignons sont aérobies. Ça signifie que le mode de respiration, ils supportent bien l'oxygène. Et ils croissent en général entre 25 et 37 degrés. Ce qui fait que quand ils infectent les humains très facilement, ils créent des maladies parce que la température est optimale. Donc, ils sont très, très intelligents. Les champignons, vous les voyez aussi. Quand vous avez la nourriture pourrie, par exemple, d'accord? En général, la nourriture pourrie, ce sont les champignons. Quand vous prenez votre sombe là, vous demandez quoi? Quand quelqu'un vient le soir se servir le sombe en dernier, vous lui demandez de faire quoi? Voilà, d'échauffer. Parce qu'en réalité, vous craignez que les champignons ne puissent, on dit quoi, kuchacha, puissent tchatcher les sombes. Alors les tchatching là, des sombes, ce sont les champignons. Donc les sombes à kuchacha, ce sont les champignons en fait qui les infectent. Ou toute nourriture qui n'est pas chauffée en général, parce que les champignons sont dans l'environnement, etc. Ils tchatchent, c'est ça le verbe? Ils tchatchichent, voilà, ils tchatchichent la nourriture et voilà. Pourquoi après vous êtes obligé de jeter ça? Et si vous mangez une telle nourriture, parfois, vous avez des diarrhées. Et donc voilà un exemple simple des champignons. Deuxième exemple des champignons, si vous demandez à tous les garçons ici d'enlever les chaussures,
D'accord? Vous demandez d'enlever les chaussures et vous regardez entre leurs orteils. D'accord? La plupart des garçons ou la plupart des personnes, même les filles, qui mettent les chaussures fermées. Bon, les filles, vous mettez souvent les babouches. Mais quand vous mettez les chaussures fermées, vous avez des sécrétions, d'accord, entre les doigts. Ça s'appelle athlète foot, entre les orteils. Ça sent souvent mauvais. Vous allez prendre les cure-dents, vous commencez à les enlever. Ça sent comme les bitoyos, d'accord? Les bitoyos, les macayas, voilà. Ça, c'est ça qu'on appelle l'athlète foot. C'est aussi des champignons, les malassés, les fourfours, etc. Ça, ce sont des choses que vous restez avec pendant longtemps. En général, ça ne vous dérange pas beaucoup, mais parfois ça fait mal, ça chatouille, surtout quand ça fait des plaies. Tout ce qu'il faut faire, bon voilà, il faut nettoyer, désinfecter, etc. Vous voyez que vous en avez aussi également. Troisième exemple, c'est la teigne tondante. Vous connaissez la teigne tondante? Ça s'appelle comment en Swahili? Le quoi? Bissouli. Voilà, les machins là, les mapalates en lingala. D'accord. Ça aussi, ce sont des champignons que vous avez sur vous, la teigne tondante, les trichophytons. Et les enfants à Majengo, à Bouéné, là-bas, ils en ont comme ça, plus les mapachos sur la culotte, donc ça fait quand même beaucoup, voilà. Mais quand on était enfant, la plupart des gens, même moi j'ai déjà eu ça, c'est très fréquent et c'est très contagieux chez les petits enfants. Ça, ce sont des champignons. Ok? Vous avez des gens qui ne se lavent pas bien souvent. Les garçons, quand vous jouez au foot souvent, vous regardez votre ami, quand vous enlevez la vareuse, vous regardez sur son corps, il y a comme des plaques. C'est comme si c'est gonflé avec des petits boutons. En lingala, on appelle ça les lotos. D'accord? C'est ce qu'on appelle les pityriasis versicolores. C'est également des champignons. D'accord? Donc, il y en a beaucoup sur l'organisme. Chacun en a, mais seulement le fait de se laver chaque matin ou matin et soir avec les désinfectants et autres, vous réduisez au maximum la charge, mais vous ne les tuez pas. Maintenant, quand vous ne lavez pas, vous venez de jouer au foot, vous rentrez à la maison, vous prenez seulement l'habit avec lequel vous jouez, vous dormez. Avec tout ça. Le lendemain matin, voilà, votre frère va voir le match. Lui aussi prend les mêmes habits, il va avec au match, etc. Et vous allez vous contaminer comme ça. Et c'est très fréquent quand on est enfant, on joue au foot, bon voilà, on ne tire pas trop d'attention. C'est comme moi je savais que je serais joueur de foot, c'est tout. Je ne rêvais que de ça. À l'époque où qui jouaient. À l'époque où pour moi c'était les Maradona qui jouaient, les Romario, les Bebeto, les Roberto Baggio. Donc j'ai rêvé d'être joueur. Ce qui fait que c'était ça dans ma tête, ça ou rien. Mais bon, voilà. Mes parents m'ont contraint d'étudier. Ils m'ont étouffé. J'allais être peut-être un jeune talent. Mais les conséquences, bon voilà, je suis là devant vous. Mais si j'étais joueur, bon, c'est sûr que je ne serais pas devant vous. Je serais devant vous à la télé. Vous allez m'acclamer quand je fais les wow, ou vous allez m'insulter quand je fais les why. Mais bon, voilà. La conséquence et décision des parents, je me retrouve, voilà, tout ce que je suis. Pardon? Non, ils m'ont empêché d'être riche. En étant joueur, j'allais être très riche. Voilà. Le premier groupe de champignons que l'on va étudier, c'est les dermatophytes. Derma en Grèce, dermos en Grèce, ça signifie la peau. Les dermatophytes, ce sont les champignons qui contaminent, qui infectent la peau en général. Voilà pourquoi les gens qui sont malades vont voir le dermatologue, un spécialiste en maladies de la peau. La peau en lingala, c'est quoi? Hein? Peau sociale lingala. Voilà, et en swahili. Voilà, donc alors, si les spécialités venaient de chez nous, on dirait le posologue, ou le dermatologue, ou le ngosiologue. Voilà. Voilà, les spécialistes, c'est du ngosi, c'est un ngosiologue. Ok? Voilà. Alors, vous, parmi vous, là-bas, bon, personne ne fait la médecine, dommage. On pouvait avoir les ngosiologues. Voilà. Ça allait nous aider. Alors, il y a 3 genres de dermatophytes. 1, les microsporums. 2, les trichophytons. Et 3, les épidermophytons. Ça, c'est très important. Il faut les retenir et savoir ils provoquent quelle infection. Les microsporums infectent les cheveux et la peau glabre. C'est quoi la peau glabre? La peau glabre, c'est quoi? Glabre, c'est un mot français, c'est pas un mot médical. La kwanga.
Les microsporums infectent les cheveux et la peau glabre. Je demande, c'est quoi la peau glabre? La peau glabre, oui, c'est quoi? Voilà, très bien. La peau glabre, c'est la peau qui n'a pas de poils. C'est ça, la peau glabre. Pardon? Non, la peau glabre, c'est la peau qui n'a pas de poils. Voilà. La peau qui n'a pas de poils, c'est ça une peau glabre. Voilà. Quand il y a des poils, la peau n'est plus glabre. Bon, maintenant, vous-même cherchez là où il y en a, là où il n'y a pas. Bon, voilà. Comme vous voulez. Entrez. Entrez, entrez. Alors, les microsporums, eux, ils se localisent sur les cheveux et sur la peau glabre. Les trichophytons attaquent les cheveux, la peau glabre, mais ils associent également les ongles. D'accord? Donc, les trichophytons, eux, ils attaquent les cheveux, la peau glabre, mais aussi les ongles. Alors que les épidermophytons, eux, ils attaquent simplement la peau glabre et les ongles. Donc, c'est important de bien retenir ça très bien, tel que je les ai écrits là-bas. Donc, il y en a qui n'attaquent que la peau et les cheveux, la peau glabre, ça c'est les microsporums. Les trichophytons, cheveux, peau glabre plus ongles. Épidermophytons, peau glabre et ongles, sauf cheveux. Les dermatophytes, ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Ils sont les parasites obligatoires de l'homme et des animaux. Donc, on en a sur notre peau. Il y a des personnes qui en ont un peu plus, d'autres un peu moins, d'autres qui n'en ont pas. Mais ils ont une particularité, ils n'attaquent que les tissus superficiels qui sont kératinisés. La kératine, c'est une protéine que l'on trouve dans les ongles, dans les cheveux, d'accord, et dans les poils, d'accord, dans les fanères, en fait. Alors, les trichophytons ont la particularité d'attaquer seulement les tissus qui ont de la kératine. Voilà pourquoi, finalement, ils attaquent bien la peau, les cheveux et les ongles. Et en termes de transmission, ils peuvent se transmettre par contact direct ou indirect. Direct, ça signifie quelqu'un est infecté, vous vous frottez, vous vous touchez, vous restez longtemps. En général, ce sont les petits enfants. Voilà pourquoi il faut chercher des bons maris. Hein? Vous là, les filles là, et vous deux en lunettes, ça va, il faut chercher des bons maris. Et il y a trois bons maris. Mademoiselle, vous êtes revenue, il faut chercher des bons maris. Et il faut chercher les bons maris qui vous mettent dans les bonnes conditions. Comme ça, quand vos enfants naissent, ils vont à l'école, ils étudient, ils dorment quand même chacun sur un lit, même si c'est petit, mais etc. Quand vous cherchez mari sans argent, là, vous-même sans argent, vous mettez au monde 9 enfants, et 9 enfants, vous n'avez que 2 lits. Un lit pour le séchage, vous des deux parents, et un autre lit pour tous les enfants. Alors vous avez 9 enfants, au lieu de dormir comme ça, ils dorment comme ça, comme les Thompson, côte à côte. Et dans ces cas de figure, quand vous avez les enfants qui ont les teignes tondantes, ils se contaminent par contact direct. Ils dorment ensemble dans la même couverture. Parfois, ils n'ont même pas de couverture. Les souris viennent les manger aux pieds. Bon, voilà. Mariez-vous bien. Mariez-vous bien. Mariez des gens bien. Hein? Voilà. Faut pas aller vous marier aux gens qui n'ont pas... Voilà. Il faut quand même qu'il y ait un peu de moyens. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas marier les pauvres. Il faut marier les gens qui rencontrent vos ambitions. C'est important. Vous avez toujours rêvé d'être première dame, voilà. Vous cherchez un monsieur qui va faire quand même la politique. Toi, tu veux être première dame, ton mari est joueur de foot. Tu ne seras jamais première dame, mais tu seras la femme d'une star. Mais après, si tu maries un politicien, bon, voilà, c'est qui tu as la chance d'être première dame. Mais si les voleurs, on l'attrape, on les tue, bon, tu rates les maris et puis tu rates les postes. Quelqu'un d'autre va prendre. Ou bien tu peux être aussi la femme d'un politicien, mais à la dernière minute, il sort une autre candidate qui n'est pas toi. Voilà, c'est différent. Donc, mariez-vous bien pour éviter ça. Les contacts directs et les contacts indirects. Contact indirect, c'est ce que je vous ai dit. Quelqu'un va jouer au foot, il revient avec la vareuse, il laisse, il n'a pas nettoyé, ou on n'a pas tellement bien nettoyé, on met simplement au soleil, un autre vient, va jouer avec, etc. Des choses comme ça, hein? Contact indirect. C'est important. Alors, c'est ici qu'on a les agents causaux, donc des teignes, les teignes dont je vais parler. Voilà, donc vous avez parlé là, des teignes sur les cheveux. Et on ne sait pas pourquoi. Regardez, les teignes touchent 2 fois plus le sexe masculin que le sexe féminin. Bon, on ne sait pas trop pourquoi.
Quand vous regardez les petits enfants là-bas, c'est surtout les garçonnets qui ont ça. Les fillettes, en général, ils n'en ont pas. Bon, peut-être Dieu sait que les filles... Non, Dieu sait que les filles ont des têtes qui sont très moches. Alors, si elles ont les lotos, on va couper les têtes. Bon, faites une expérience. Vous tous, rasez-vous ici. Vous verrez que les garçons n'auront pas de problème. Leur tête, on va supporter. Maintenant, quand toi, on va découvrir ta tête sans cheveux, hein, ça sera comme les lipés, là. Vous connaissez les lipés, là, la goyave. Découvrir une tête comme une goyave. Ça, les filles ont des têtes très moches. Voilà pourquoi elles doivent avoir des cheveux. Donc, Dieu a bien fait les choses. Les gens qui ont des têtes moches, là, beaucoup de cheveux, les cabellos, tout ça. Nous qui avons des belles têtes, là, voilà, les Zidane, on n'a pas de... Voilà, on est calme. Bon, si vous ne voulez pas couper, vous, les cheveux, ah, vous voyez que vous avez peur. En fait, vous cachez vos têtes qui sont moches, simplement. Voilà. Et les garçons, le sexe masculin, 2 fois plus de chances de faire les teintes tondantes que les filles. On ne sait pas pourquoi. Bon, comme vous le dites, peut-être qu'ils ne se lavent pas beaucoup. Ils sont sales. Bon, d'accord, les garçons sont sales. Vous avez entendu, vous êtes sales. C'est ça qu'ils ont dit. Les garçons sont sales. Mais quand vous avez 18 ans, 20 ans, vous commencez à chercher maintenant les gens qui sont sales. Et quand vous avez 30 ans, vous stressez parce que les gens qui sont sales ne vous baratinent pas. Tu t'habilles, tu mets maquillage, tu mets fond de teint de fond, tu mets mauve à lèvres, noir à lèvres, tu passes, tu repasses, on te regarde pas, ça t'énerve, tu tombes malade. Tu commences à te dire, donc ils m'ont pas vu quoi. Vous commencez à chercher les gens qui sont sales. Dieu vous voit. Alors, les dermatophytes poussent également sur Saburo, mais le Saburo ici doit être supplémenté avec l'actidione. Donc, les dermatophytes croissent sur Saburo, mais pas un Saburo simple. Le Saburo doit être supplémenté avec l'actidione, mais on le met à température ambiante. Mais ils prennent à peu près 10 jours avant de pousser. Donc, ce n'est pas des choses que vous allez ensemencer aujourd'hui, ils poussent demain. Donc, vous devez attendre jusqu'au moins après 10 jours pour pouvoir les voir pousser. Donc, ils poussent très, très lentement. Mais c'est important de le savoir. Oui, madame, c'est quoi votre histoire? Qu'est-ce qui vous rend si heureuse le matin? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez eu la nourriture spirituelle hier. Alors, vous êtes heureuse ce matin. C'est comme ça avec les femmes. Hein? Quand elles ont été bien nourries la nuit, le matin, elles sont souriantes. La preuve, regardez seulement chez vos voisins. Les femmes qui sont mariées là-bas, quand ils se réveillent le matin, là, et là, il a bonne nourriture la nuit, elles balayent la cour en chantant, en louant Dieu, etc. Les femmes qui n'ont rien eu là-bas, déjà le matin, ils commencent à insulter les enfants. Ouais, l'avocat, macaque. Vous sentez déjà la différence entre ceux qui sont heureux la nuit et ceux qui ne le sont pas. Bon, je n'ai rien dit. Voilà. Oh, suivez le cours. Le cours devient intéressant, mais j'arrête aujourd'hui. Vous allez souffrir, vous allez continuer. Non, c'est aujourd'hui. Je dois prendre 2 jours de repos avant de voyager. Donc, j'ai pas envie de voir vos têtes. Bon, les autres mycoses, suivez. Les autres mycoses, ce sont des levures, ce sont des mycoses qu'on appelle opportunistes. Opportunistes, vous savez pourquoi? Parce qu'en temps normal, quand vous avez une bonne immunité, il ne provoque pas de maladie. Mais quand votre immunité change un peu, vous avez une immunodépression, vous devenez malade. Et ça, c'est le cas des Candida albicans. Chez les femmes, les Candida albicans provoquent beaucoup de vaginite. Hein. Quand vous faites des infections, les filles, les filles, je vous parle. Les filles, je vous parle. Les hommes, bouchez vos oreilles, je parle aux filles. Les hommes. Voilà. Quand vous avez des écoulements vaginaux, vous avez des infections, et vous voyez les sécrétions sont blanchâtres comme les yaourts, comme les laits caillés. D'accord? Ça, c'est Candida albicans. Les traitements ici, il faut prendre les antifongiques, les ovules qui contiennent, les médicaments qui tuent les mycoses. Souvent, vous avez ça, et c'est comme les... Vous connaissez les mbika? Les cocorico. Voilà. Alors, des fois, vous avez des sécrétions qui sont comme les cocorico. Hein? Jean-Luc vient entrer là-bas, il voit seulement ça écrit. Il fuit pour des bons. Il ne va plus jamais revenir. En général, ça vous chatouille et le vagin est très rouge et vous êtes très mal à l'aise. Alors, dès que vous mettez un simple sous-vêtement,
vous enlevez, ça se trouve sous les sous-vêtements. Alors, les filles sont obligées des fois de mettre ce qu'on appelle les protèges pour que ça soit là-dessus, etc. Et ça, c'est candida albicans. Et surtout, quand vous devenez enceinte, à cause des luminosuppressions relatives, vous aurez beaucoup de candidats qui vont venir sur votre peau ou dans le vagin. Alors, comme les femmes enceintes aussi, bon, vous parliez trop, hein? Les femmes enceintes n'aiment pas se laver. Les hommes, vous avez entendu? Les femmes enceintes n'aiment pas se laver. Et maintenant, elles mettent ça dans les troubles de grossesse. Oh non, ils aiment mieux l'ingakama été. La grossesse ici n'aime pas l'eau. Ça doit être un garçon. Alors tu vois, elle ne sait pas laver toute la journée et la nuit. Elle ne fait que parler. Son mari entre, elle attaque. Mais se laver, elle ne veut pas. Oh non, parce qu'elle est enceinte. Et maintenant, quand les femmes ne se lavent pas pendant la grossesse, elles prétendent que c'est parce que c'est la grossesse d'un garçon. Comme les garçons n'aiment pas l'eau, voilà pourquoi ils ne se lavent pas. Donc, vous voyez, des choses comme ça, il faut être sérieux. Hein? Soyons sérieux. Hein? JB avait chanté Soyons sérieux, il faut être sérieux. Voilà, c'est ça. Et vous avez des candidats. Et pendant la grossesse, les femmes ont du mal à faire leur bain intime au fur et à mesure que la grossesse évolue. Quand vous êtes au 3e trimestre, déjà elle va dans la douche là-bas, elle va passer un siècle debout à essayer de se laver. Bon, c'est pas tout le monde qui a salle de bain. Ceux qui n'ont pas de salle de bain ont les kikoso. Vous connaissez les kikoso? Vous connaissez les kikoso? Les kikoso, c'est les douches où votre photo passeport est visible. Donc, les murs s'arrêtent ici. Pendant que vous lavez, les voisins sont en train de vous voir. Après, quand vous voulez prendre de l'eau, on voit c'est pas que vous disparaissez. Vous lavez. Et puis quand vous apparaissez, c'est propre. Quand vous voulez vous laver en bas, vous disparaissez encore. Alors, dans les quartiers, souvent, vous entendez les enfants. Votre papa est en train de se laver. Alors tous les enfants viennent, ils regardent le papa en train de se laver. Maintenant, quand c'est le tour des mamans de se laver, alors les mamans, comme les seins sont dehors, on ne va pas voir, elles vont ajouter des tiges, hein, elles mettent des bâtons, elles ajoutent des pagnes ou des sachets. Comme ça, elles se lavent. Et puis à la fin, les échographes, les gens qui font l'échographie, là, ils se cachent pour regarder les mamans, c'est comment. Maintenant, quand ils regardent, ils disent, ah, mon cher, elle a mis les pagnes, on ne sait plus voir. Ah, ça, c'est quelle idée? Alors, vous voyez que la douche est devenue longue. Et à la fin de la douche s'est raccourcie. Bon, les garçons, ils n'ont pas de problème, hein, photo, passeport, etc. Et ceux qui ont grandi là où il fait froid, comme ici à Goma ou à Lubumbashi, alors il y a ce qu'on appelle le système de photo, passeport. Donc, le matin, tu regardes, aller te laver l'eau froide pour aller étudier, c'est trop. Tu fais seulement les photos, passeport, pam, 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 c'est fini. Si ce n'est pas les photos passeport, tu fais ce qu'on appelle les revolvers. Vous connaissez les revolvers? Tu planches tes 2 doigts dans l'eau. Tin, 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 tu fais tin, 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 tin. Voilà. Tu vas à l'école. Revolver. Voilà. Voilà pourquoi on vous dit mariez-vous bien. Au moins votre mari peut acheter chauffe-eau, il peut acheter courant Socodé, Snell. Sinon c'est compliqué. Si c'est une bonne femme, elle va se réveiller le matin, elle chauffe l'eau sur les macas là, c'est bien. Mais maintenant, la femme est paresseuse. Elle a dormi à minuit parce qu'elle suivait nos vélas. Elle ne va pas se réveiller à 6 heures. Elle dort jusqu'à 9 heures. Voilà. Il y a également les Cryptococcus neoformans. C'est un parasite de l'homme que l'on a également. Mais il se manifeste le plus souvent quand on fait le VIH. Quand on fait le VIH, l'immunité fortement diminuée. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Et à la phase de sida, le Cryptococcus neoformans apparaît et il est très méchant. Il crée une méningite où des gens ont très mal. Qui a déjà vu quelqu'un qui fait le sida? Levez la main. Qui a déjà vu quelqu'un qui souffre de sida? Qui est en phase de sida? Vous, ok, d'accord. Même vous, d'accord. Donc c'est important. Même vous, vous souffrez de sida. C'est ça que tu as dit, non? Ah, ok, d'accord. Ah, vous avez déjà vu. D'accord. Ce qui fait que les personnes, quand ils font la méningite à cryptocoque, ils ont des maux de tête incroyables. En français, ça s'appelle céphalée térébrante. Ce sont des maux de tête
insupportable. Donc, vous voulez mourir, vous demandez de mourir parce que la tête fait tellement mal que vous ne pouvez pas supporter. C'est un peu comme quand on a les cancers. En phase terminale, les cancers font tellement mal qu'on peut vous donner la morphine, ça vous calme pendant 2-3 heures. Ça revient. À la fin, même la morphine ne répond plus, donc ça ne répond à rien. C'est alors que vous demandez carrément de mourir. Et c'est pour cela qu'en Europe, aux États-Unis, ils ont introduit ce qu'on appelle l'euthanasie. Ça veut dire que vous éliminez, vous tuez quelqu'un pour alléger ses souffrances. Mais chez nous, en RDC, ce n'est pas en vigueur. Chez nous, on dit la vie est sacrée. Même quand tu souffres, là, tu as mal, aie mal, jusqu'à ce que Dieu te prenne. Si Dieu ne te prend pas, tu vas souffrir, tu vas rester en vie et tu auras mal. Mais en Europe, il y a l'euthanasie, c'est autorisé. Il y a des pays qui autorisent. De toutes les façons, la personne a une maladie incurable. Elle mourra de cancer ou de quoi. En phase terminale, la douleur est tellement importante que... Excusez-moi. Votre famille voit que vous souffrez, vous avez un cancer, vous avez des douleurs qui ne finissent pas. Les médicaments ne répondent plus. Alors, on vous simplifie la tâche. On vous injecte un petit produit. Vous partez manger les pommes du ciel tranquille. Au moins, on abrège votre souffrance. C'est ça le but de l'euthanasie. En Europe, en Amérique, c'est fréquent. Vous avez votre maman, votre papa qui a 70 ans, 80 ans, même qui a 40 ans. Il souffre d'un cancer. La douleur est insupportable. Vous n'arrivez pas à voir ça vous-même. Vous dites au médecin ou vous lui demandez son avis. Si vous voulez abréger sa vie, vous lui donnez un produit, il meurt tranquillement et puis vous l'enterrez. C'est plus facile. Comme ça, vous aussi à l'hôpital, vous ne restez pas longtemps. Parce que vous restez 2 mois, 3 mois à l'hôpital pour quelqu'un qui va faire un cancer. De toutes les façons, il va mourir, sauf si Dieu n'intervient pas à la prière. Mais là, voilà, vous êtes à l'hôpital, il mourra. Alors vous les laissez mourir. C'est ces réflexions qui ont poussé les gens à pouvoir mettre en place l'euthanasie. Mais chez nous, en RDC, chut, vous êtes expert en santé publique, on va te demander ça. Tu vas répondre, pendant qu'on enseignait ça, j'ai bavardé. C'est ça que tu vas dire, hein? Voilà. Maintenant, vous, experts en santé publique, on va vous demander des conseils. Vous allez leur dire, selon que vous êtes païen, chrétien, croyant. Si vous êtes païen, vous allez dire, bon, voilà, on peut toujours le buter, c'est pas grave, il meurt et il se repose. Si vous êtes chrétien, vous allez vous dire, oh, c'est écrit, tu ne tueras pas, tu ne feras pas. Bon, ça devient compliqué. Mais il faut conseiller en tant qu'expert. Quand on est expert, on n'a pas de religion, d'accord? Quand on est expert, vous pouvez avoir les convictions. Mais un scientifique reste d'abord un scientifique. Moi, j'ai ma foi, j'ai mes convictions, mais en tant que scientifique, j'ai la responsabilité de soigner, de sauver les vies, de guérir les gens, de faire ceci, etc. C'est mon rôle. Mais par rapport à ma foi ou à mes convictions, je peux avoir des choses qui sont opposées. C'est différent. D'accord? Voilà. Il existe ce qu'on appelle les champignons dimorphiques. Les champignons dimorphiques, ce sont les champignons qui ont une forme de levure et de micelle. Ça veut dire que ça mélange les deux. Ça a une forme dimorphique, ça veut dire que ça a une forme des unicellulaires avec des micelles. Ça, vous allez bien retenir. C'est le cas de histoplasma, blastomyces et les paracoccidioïdes. C'est très important. Ce sont des champignons. La plupart des champignons, on a dit qu'ils sont unicellulaires, n'est-ce pas? On a dit que les champignons sont soit unicellulaires. Ceux qui ne sont pas unicellulaires forment les hyphes, d'accord? Ou des filaments. Et l'ensemble des hyphes forme ce qu'on appelle le mycélium. On avait dit qu'il y a ces deux groupes. Maintenant, on dit ceci. Il existe un groupe de champignons qui ne sont pas, qui mélangent les deux caractères. Les caractères unicellulaires, ils ont la forme des levures, donc arrondies ou ovalaires. Mais en même temps, ils ont également la forme des micelles. Vous devez les retenir. C'est histoplasma, c'est blastomyces et ce sont les paracoccidioïdes. Ça, c'est très important. Voilà. Et puis, nous avons les mycoses filamenteuses opportunistes, telles que l'aspergillus. Ici, j'ai mis une photo des dermatophytes. Les dermatophytes, bon, ça, c'est chez les blancs. Chez les noirs, j'ai essayé une photo, la personne était noire comme moi, donc il n'y avait pas d'image, ça ne donnait rien. Il fallait faire une radiographie pour avoir les images, donc c'était compliqué. Alors, j'ai pris l'image du blanc, au moins, le blanc, quand ça ne va pas, il devient tout de suite rouge. Les blancs deviennent rouges pour tout. Il a faim, il devient rouge. Mais quand il a froid, il devient blanc, il devient pâle. Il est énervé, il devient rouge.
il est content, il devient rouge. Donc c'est plus facile d'être blanc. Mais vous les noirs, tu es fâché, on ne sait même pas tu deviens comment. Vert. Voilà. Ici j'ai mis la photo des dermatophytes. Ici c'est les microsporums. Ça c'est les trichophytons. Ça c'est notre microsporum, vous verrez sur les images. Et ça c'est un autre trichophyton. Voilà l'image des dermatophytes, un trichophyton par exemple. Vous voyez bien qu'il y a un if ici, d'accord? Avec les segments qui sont là, un segment, un segment, un segment, un segment, il y en a beaucoup. Et ça forme les if. Et ça c'est épidermophyton. Là aussi, on a bien des segments qui sont visibles. Et l'ensemble ici forme le if. Très bien visible quand on va imprimer les images. Le CP, il est où? Candida albicans. Candida albicans. Candida albicans, on les trouve au niveau de la peau et des muqueuses. D'accord? C'est celui dont j'ai dit chez les femmes, il provoque le lait coré en forme de lait caillé. D'accord? Voilà. Candida albicans, on les trouve au niveau de la peau et des muqueuses. Au niveau du tube digestif, au niveau du vagin et au niveau de la bouche. D'accord? Chez l'homme et chez les animaux. Donc, vous l'ajoutez sur la liste des maladies que vous avez lorsque vous faites les tirs, quoi? Les tirs gorge, ou les tirs gueule, ou les tirs mâchoire, tirs langue, tout ça. Vous avez vous-même compté, seulement on est en bactéries ou en mycologie, vous avez compté combien de bactéries vous avalez quand vous faites des bisous. Donc, voilà. Candida albicans se trouve là. Dans le tube digestif, il y en a. Ce qui fait que quand vous faites des selles, il y en a également. Mais en général, bon, les gens qui ne connaissent pas les labos là-bas, ils trouvent quelques levures dans les selles, ils écrivent levures et on vous donne des médicaments. Les levures, il y en a également dans les selles, mais en proportion faible. Dans le vagin et dans la bouche. Il est responsable des infections opportunistes. Parmi les infections opportunistes, il y a ce qu'on appelle les muguets. Qui connaissent les muguets? Qui connaissent les muguets? Vous ne lisez même pas. Les muguets, on ne dit pas quoi? On dit s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Vous connaissez les muguets? Bon, tapez sur internet muguet, lisez. Lisez à haute voix, comme ça on va nous tous écouter. C'est lui qui a trouvé, il nous dit, on lit à haute voix. Oui, muguet buccal, oui. Voilà. Les muguets, ce sont des infections que vous avez au niveau de la bouche, parfois sous forme de plaies, et au niveau de la langue. Vous avez déjà remarqué à des personnes, quand ils sortent la langue, vous voyez comme s'il y avait des plaques, comme ça, au niveau de la bouche et de la langue. C'est ça les muguets. En fait, les muguets, c'est une candidose buccale. Et quand vous faites le VIH, le muguet est très fréquent. Vous voyez, un papa chéri, il avait une belle bouche, il aimait faire bien des bisous aux jeunes filles, toutes les filles l'adoraient. Après un moment, vous avez remarqué que chez papa chéri, il y a de plus en plus des petites plaies sur la bouche qu'on appelle les perlèches. Mais quand il sort sa langue, vous voyez qu'il y a des plaques ovalaires comme ça. C'est un peu comme des plaies, et parfois au niveau des lèvres. C'est ça qu'on appelle les muguets. Il peut également provoquer... Non, pas ça. N'écrivez pas ça. Ça, c'est à corriger, pas des bactériémies. On voulait dire des fongémies. Fongémie, c'est quand les champignons passent dans le sang. Donc, c'est une infection du sang par les champignons. Fongémie, pas bactériémie. Mais en général, il provoque ce qu'on appelle les vulvovaginites. C'est quoi la vulve? C'est quoi la vulve? La vulve, c'est quoi? C'est quoi le vagin? Oui. Et la vulve, c'est quoi? Oui. La partie qui couvre le vagin. C'est un bouchon ou c'est quoi? Ou c'est un habit? Définissez correctement. C'est quoi la vulve, les garçons? C'est vous les utilisateurs. Oui, c'est quoi la vulve? Vous commencez à regarder. La vulve, c'est la partie externe, d'accord, des organes génitaux de la femme. C'est ce que vous aimez regarder là, c'est ça la vulve. Avant d'ouvrir là-bas, tout ce qui est visible dehors là-bas, les monts de Vénus, les poils pubiens et tout ça, l'ensemble de tout ça, c'est ça qu'on appelle la vulve. D'accord? Je ne vous abîme pas. Hein?
J'espère que je ne vous abîme pas. De toute façon, à regarder vos têtes, vous êtes déjà foutus. Vous êtes déjà abîmés. J'espère que je ne vous abîme pas. C'est ça la vulve. Alors, une vulvovaginite, donc c'est une inflammation, d'accord, de l'appareil génital externe. Le vagin, c'est la partie un peu plus voilà, interne, la muqueuse. Voilà. Vous avez l'intertrigo. C'est quoi l'intertrigo? L'intertrigo, ce sont des lésions de dermatose que vous avez au niveau des plis. Au niveau des cuisses, pour les gens qui sont énormes là-bas. Quand ils se lavent là, tellement qu'ils ne se lavent pas bien, entre les plis des laines, hein, des coudes, etc., vous trouvez qu'il y a des lésions dermatologiques là-bas qu'on appelle intertrigo. Mais également une diarrhée post-antibiotique. Quand vous prenez beaucoup d'antibiotiques, vous tuez les bactéries. Les antibiotiques ne tuent pas les champignons. Vous tuez beaucoup d'antibiotiques dans les tubes digestifs. Vous détruisez la flore normale du tube digestif. Par conséquent, les champignons qui étaient moins nombreux, ils trouvent beaucoup d'espace, ils commencent à se multiplier. Et quand ils se multiplient, ils créent une diarrhée. Alors on appelle diarrhée post-antibiotique. Oui, c'est vous. Fongémie, fungus, fongémie. Il provoque des fongémies. Alors, le deuxième qu'on va étudier, c'est le Cryptococcus neoformans. C'est un champignon. Bon, il est gentil, mais il est méchant quand vous avez le VIH. Cryptococcus neoformans, il y a deux biovares ou bien deux souches, deux variants. Il y a les Cryptococcus neoformans et puis il y a les Cryptococcus neoformans gatti. Ce sont les deux que l'on a les plus en vue. Cryptococcus neoformans et Cryptococcus neoformans gatti. On les trouve où les Cryptococcus? Dans le sol, il y en a. Dans les fientes des pigeons, il y en a. Mais également dans notre propre organisme. C'est un commensal qu'on peut retrouver chez les humains. Et je vous ai parlé des fientes des pigeons. Dans les selles des pigeons, voilà, vous pouvez les avoir dans les plafonds, etc. Alors, comme vous aimez les travaux manuels, les jours fériés, comme toujours les femmes, les jours fériés, c'est jour des salongos, il va nettoyer en dessous du lit, au-dessus du lit, dans les plafonds et partout. Et puis après, bon voilà, vous aspirez, vous inhalez ça. Ça ne vous fera rien du tout quand vous êtes immunocompétent. Il reste dans votre organisme, il se développe et il vous colonise. Mais quand vous faites, par exemple, une immunodépression au VIH, il se réactive maintenant tranquillement parce qu'il voit qu'il n'y a plus de sécurité. Alors, Cryptococcus neoformans et cosmopolite. Que veut dire cosmopolite? Je vous ai appris beaucoup de mots aujourd'hui. Hein? Vous serez des savants à la fin des journaux. Que veut dire cosmopolite? Partout, très bien. Cosmopolite, ça veut dire qu'on trouve partout. Cosmos, ça signifie univers en grec. Cosmopolite, que l'on trouve partout. Il est cosmopolite, regardez, dans les fientes des pigeons. Bonjour mademoiselle, bienvenue, installez-vous, faites comme chez vous, suivez les cours. Alors, dans les fientes des pigeons, mais parfois même dans les copeaux des bois, notamment les bois des tropiques, donc ici chez nous. Les gens qui travaillent le bois, les copeaux des bois. Vous connaissez les copeaux, non? Voilà. Je connais quelqu'un qui mangeait les copeaux. Et les groupes à risque, c'est les gens qui font le VIH. Gatti, on l'a décrit uniquement en RDC et en Australie. Les Cryptococcus neoformans gatti, on en a trouvé qu'en RDC et en Australie, mais on les trouve également sur la plante qu'on appelle Eucalyptus camaldulensis. Mais bon, voilà. Il peut également être infecté des personnes qui sont immunocompétentes. Mais sachez qu'il y a deux. Cryptococcus neoformans et Cryptococcus neoformans gatti. Celui qui nous cause beaucoup de problèmes, c'est Cryptococcus neoformans. Voilà. Il se transmet par voie aérienne, vous avez vu, et il est responsable de la cryptococcose méningée. C'est une méningite à cryptocoque. C'est une méningite très douloureuse, très méchante, qu'une personne normale, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous avez sûrement, la plupart des gens, les cryptococcus, moi peut-être aussi. Oui, veuillez entrer, s'il vous plaît. Voilà, vous avez les Cryptococcus neoformans, mais tellement que vous êtes immunocompétent, ils n'arrivent pas à s'exprimer parce que l'immunité fonctionne correctement. Mais une fois que vous avez l'immunodépression, vous êtes parti. Voilà.
Il peut également envahir la peau, les os et les poumons. Alors, il y a un diagnostic spécial que l'on fait pour les Cryptococcus neoformans. Le plus simple, ça on peut faire même si vous êtes à Kanyabayonga, voilà, à Bambo, à Kishiche, à Bunagana, à Lubero, à Ishacha, c'est quoi encore? À Kamango, à Mbao. Vous pouvez faire le diagnostic des Cryptococcus si vous avez les liquides céphalo-rachidiens qui a été prélevé. C'est un examen simple. On utilise simplement une coloration à l'encre de Chine. L'encre de Chine, c'est une coloration, c'est une encre de couleur noire. Vous prenez seulement une bonne coloration à l'encre de Chine, vous mélangez avec les LCR, vous allez voir les images du cryptocoque qui apparaissent en ciel étoilé. Je vais vous montrer la photo. Ça, c'est très facile. Les gens qui ont fait le labo, ils peuvent voir. Ça, c'est pas compliqué. Il suffit juste de prendre une bonne quantité, une goutte d'encre de Chine bien diluée et une goutte de LCR ou deux, vous mélangez, vous mettez au microscope entre l'âme et la lamelle, vous allez observer, vous allez voir vraiment les cryptococcus. Là, c'est clair. Voilà. Vous pouvez les cultiver sur saboureaux, mais dans les saboureaux, vous ajoutez les antibiotiques pour inhiber certains microbes. Mais les sur saboureaux, ils poussent sans problème. Mais également, il y a d'autres examens tels que les antigènes solubles. Bon, ça, je ne vous recommande pas, c'est pas grave. Pour moi, en santé communautaire, si je vous dis diagnostic de Cryptococcus, vous me dites la culture sur saboureau, ça va prendre quelques jours. Mais sur l'encre de Chine, vous avez le LCR, vous mettez directement, vous regardez, vous visualisez. Et les traitements, voilà, il existe, hein, l'amphotericine B, qui est un antifongique. Il tue bien les microbes, mais il a beaucoup d'effets secondaires également. Et voici, je vous mets l'image des Cryptococcus neoformans quand on fait l'encre de Chine. L'encre de Chine est noire. Les Cryptococcus neoformans vont apparaître comme ça au microscope. Alors, cet aspect ici, on l'appelle image en ciel étoilé. C'est comme si tout le ciel était noir la nuit et vous n'avez que les étoiles qui apparaissent. Image en ciel étoilé. Alors, si dans ma question d'examen, je dis l'image en ciel étoilé correspond au pathogène suivant. Je vais mettre la liste. Pam, 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 pam. Souvenez-vous des Cryptococcus neoformans. D'accord? C'est celui-là que vous choisirez comme réponse. OK? Voilà. Toutes les questions, je vous ai données. J'ai dit comme les Christ, hein? Je vous ai tout enseigné. Voilà. Aspergillus. C'est aussi un champignon. Il y en a deux types, ou trois même. Fumigatus, qui est le plus fréquent, mais vous avez également Aspergillus flavus et Aspergillus niger. Aspergillus, on les trouve dans les sols, dans les matières organiques, dans les déchets, les débris organiques, les matières de poubelles, les trucs qui sont restés longtemps dans le sol. Vous trouvez Aspergillus, c'est un champignon. Il peut vivre dans les sols. Mais il arrive des fois aussi qu'il infecte les humains. Et quand il infecte les humains, il peut être aussi contagieux. Alors, Aspergillus peut être responsable de l'asthme bronchique. Chez les personnes qui sont normales, il peut provoquer l'asthme. L'asthme, c'est une hyperréactivité des bronches, mais qui peut être, voilà, qui peut être provoqué également par l'aspergillus. Mais il peut provoquer ce qu'on appelle l'aspergillose pulmonaire, qui est une maladie assez invasive. Les poumons, les bronches sont envahis par l'aspergillus. Et à la radiographie, ça donne une image très claire, que l'on connaît l'image en grêlot. Et chez les gens qui font le VIH ou chez les personnes qui font les cancers du sang, la leucémie, hein? Un joli mot, leucémie. Leucémie, c'est tout. Et les greffes d'organes, voilà, c'est très important. Et voici les images un peu d'Aspergillus fumigatus, ils apparaissent comme ça. Vous voyez qu'il est un peu bizarre, mais bon, voilà, ils apparaissent comme ça. Et ils infectent les humains, notamment au niveau des bronches et des poumons. Ils peuvent créer des pneumonies, mais ce sont des pneumonies à Aspergillus. Vous aurez parfois du mal à vous en rendre compte, mais il suffit de faire une radiographie du thorax. Vous faites juste un cliché radiologique ou radiographique, vous allez simplement voir ce qu'on appelle l'image en grêlot. Ça peut déjà inspirer les médecins de savoir que ça c'est plutôt une aspergillose, parce que vous aurez du mal à faire des prélèvements dans les bronches.
On les cultive également facilement sur saboureau, mais dans ces saboureaux-là, on doit ajouter le chloramphénicol pour pouvoir inhiber d'autres bactéries. Le chloramphénicol, c'est un antibiotique. Quand vous avez par exemple les crachats, comme les crachats vont passer par la gorge, il y a plein de bactéries, d'accord, et dans la bouche. Alors quand vous allez ensemencer, le chloramphénicol qui est dans les milieux va tuer les bactéries qui sont dans l'échantillon. Mais comme Aspergillus, c'est un champignon, lui n'est pas concerné par l'action de l'antibiotique, ce qui fait que les champignons vont pousser sans problème, mais les bactéries commensales qui sont dans la bouche, dans la gorge, vont être tuées. C'est comme ça qu'on met souvent les antibiotiques dans ça. Alors, le suivant, c'est histoplasme. Pardon? Histoplasme. Histoplasme, il y en a deux. Il y a histoplasma capsulatum et histoplasma duboisii. Voilà. Histoplasma qui se vit en Amérique s'appelle histoplasma capsulatum. Alors que l'histoplasma qu'on a chez nous en Afrique, c'est histoplasma duboisii ou histoplasma capsulatum duboisii. Donc, dans tous les cas, l'espèce, le genre c'est histoplasma, l'espèce c'est capsulatum, mais il y a deux biovares ou bien deux variants. Histoplasma capsulatum, un peu comme Cryptococcus neoformans et Cryptococcus neoformans gattii. Pour les cas de histoplasma, c'est la même chose. Vous avez histoplasma capsulatum et histoplasma capsulatum duboisii. Donc quand vous lisez histoplasma duboisii, ça signifie histoplasma capsulatum duboisii. Alors on met simplement le genre et le pathovare ou le biovare, on enlève l'espèce. Alors, en Amérique, c'est histoplasma capsulatum. Et en Afrique, c'est histoplasma duboisii. Lui, il vient d'où? Il y en a dans les sols, mais c'est sol qui est enrichi par les fientes d'oiseaux. Donc, quand les oiseaux viennent faire caca dans les sols, dans les champs, etc., il faut faire attention. Mais aussi, les chauves-souris, les fientes des chauves-souris. Et souvent, il y a des chauves-souris insectivores dans les maisons. Dans certaines maisons autour du lac, etc., vers les Niragongo là-bas, même en ville, hein, les chauves-souris sont présentes et sont très utiles à l'équilibre de l'écosystème. Alors, dans l'intestin des chauves-souris, on peut les avoir. Quand les chauves-souris font caca dans leur selle là-bas, vous pouvez les retrouver. Mais après, voilà. Entrez. Vous allez bien maintenant? Ok, très bien, efficace. Alors, vous avez les chauves-souris, les fientes des chauves-souris, mais vous pouvez également avoir une transmission aérienne. Aérienne, c'est par exemple, vous allez balayer, vous allez nettoyer et pousseter, vous pouvez avaler cette poussière-là et vous avalez les spores de cela. Voilà. Alors, l'histoplasmose, en général, elle peut avoir plusieurs formes. On peut avoir, suivez, une histoplasmose asymptomatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes, ça vous infecte, ça ne fait rien. On peut avoir l'histoplasmose bénigne ou on peut avoir l'histoplasmose généralisée, selon les cas. Hey, dada, hey, il n'y a même pas honte, tu déranges à un mètre de moi. Supportez-moi un peu aujourd'hui, là, vous et moi, on ne se sépare, fini. Vous et moi, orange, on ne se sépare. On n'a pas de conflit, on ne se sépare, c'est tout. Chacun reste chez soi, c'est quoi? Il était prévu que j'allais être votre pasteur. Oh. Voilà. On peut avoir des formes généralisées ou avec localisation. On peut avoir une histoplasmose cutanée, nasopharyngée, osseuse, ou celle qui atteint le foie, la rate ou les ganglions, ce qu'on appelle les SRE, les systèmes réticulo-endothéliales. Voilà. Ou vous pouvez avoir des formes pulmonaires d'histoplasme. Mais pour ce qui est du diagnostic, histoplasma, alors que c'est un champignon, curieusement, il pousse plus facilement sur gélose au sang, qui est un milieu plus pour les bactéries. Histoplasma et Candida, il pousse sur la gélose au sang. Donc, histoplasma pousse très bien sur la gélose au sang, alors que sur saboureau, qui est le milieu même des champignons, il pousse moins bien. D'accord? Et il se traite également par les antifongiques. Et j'ai mis des photos de histoplasma, etc. Ce sont des parasites que vous retrouvez pas beaucoup, fréquemment,
et auxquels les médecins ne pensent pas, hein? Même les infirmiers, même les spécialistes qui sont à l'hôpital ici, à côté, ou même dans votre hôpital qu'on va construire. Non, même pas moi, c'est pas des choses qui sont fréquentes. C'est difficile qu'un médecin qui arrive à l'hôpital, quelqu'un est malade, il présente des soucis, des lésions, directement tu penses à histoplasme. C'est en général des diagnostics d'exclusion. Quand tu as essayé tous les autres diagnostics, ça ne marche pas. Tu as essayé tous les autres traitements, ça ne marche pas. Maintenant, tu commences à réfléchir un peu plus. C'est ça l'avantage des médecins. Les médecins qui réfléchissent, et il y en a qui ne réfléchissent plus. Il fait l'appendicite, tu entres, il t'opère, tu pars. Il fait les avortements, tu pars. Il fait que ça. C'est ça le mal de la médecine. Quand tu fais la même chose pendant 5 ans, ça devient la routine. Et tu perds l'intelligence, tu deviens un robot. Tu fais la même chose. Alors si vous ne faites pas la recherche, comme nous autres, vous allez perdre tout ça. Je peux passer? Je vous avais déjà dit que pour ceux qui sont intéressés, on a une chaîne YouTube. Vous pouvez regarder, suivre les cours. Les cours ici, vous voyez qu'on les enregistre. Et puis on aura le temps de les poster. Mais on donne également d'autres enseignements dans d'autres promotions, mais ils sont sur notre chaîne YouTube. Ça veut dire que quand vous avez besoin de revoir les cours, vous n'avez pas compris bien quelque chose pendant les notes, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous regardez, vous suivez, un peu comme vous suivez les YouTube des vies de loin ou des Sai ou des qui là-bas, comme vous voulez. Et vous suivez ça. Ce sont les enseignements. Et puis voilà, c'est très utile. Nous, on est très sophistiqués, n'est-ce pas? Voilà, on est en avance par rapport à beaucoup de choses. Alors, il y a certaines espèces d'aspergillus qui provoquent ce qu'on appelle l'aflatoxine. L'aflatoxine, c'est une toxine, c'est un poison en fait qui détruit le foie, qui attaque le foie et qui le détruit. Alors, il y a certaines espèces d'aspergillus, telles que Aspergillus flavus et Parasiticus, qui produisent l'aflatoxine. En fait, quand vous mangez les arachides, d'accord, il faut faire très attention de ne pas manger les arachides pourris. D'accord? Vous mélangez tout? Oui, c'est bien. Nous aussi, on mélange tout, surtout quand vous prenez avec la bière. Donc, vous oubliez même les pourris. Donc, et puis, quand tu prends les pourris et celles qui sont neuves là-bas, ça donne un goût un peu bien. Au milieu, là, c'est bien. Mais c'est très dangereux. Dans les arachides pourris, il y a souvent Aspergillus flavus ou Parasiticus qui produit ce qu'on appelle l'aflatoxine. Et l'aflatoxine provoque des cancers rapides au niveau du foie. On a déjà eu des cas où l'enfant a un cancer du foie, un petit enfant. Après, vous posez des questions, vous ne comprenez pas, parce que quand on a des cancers du foie, on pense en général aux hépatites, soit aux médicaments ou alors à l'alcool. L'alcool, c'est chez l'adulte, même petit enfant de 10 ans, 12 ans. On s'est posé beaucoup de questions, mais tu prends l'alcool? Non. On a cherché les marqueurs des hépatites, il n'y en avait pas. Après, une question banale, tu manges souvent quoi, etc. Est-ce que tu manges souvent les arachides? Ah, les arachides, oui. Ça, j'adore. Depuis combien de temps? Depuis des années. Les kalangas de toutes sortes, ils mangent. Les kalangas de kalanga. C'est quoi? Les kalanga grillés, c'est quoi en Swahili? Non, les arachides grillés en Swahili, c'est quoi? Pardon? Voilà, kalanga, vous voyez, désordre. Comment vous pouvez être un désordre comme kalanga, voilà. Ils prenaient tout ça et on a lié très facilement à ça. Donc il faut faire très attention quand vous allez boire. Ça s'appelle comment encore? Direct. C'est où direct? Quand vous allez boire à direct là-bas, hein, ou à deux lampes ou à quoi là-bas, et surtout les kalangas qu'on voit la nuit, vous voyez les arachides, on les mange la journée. Vous avez entendu? Les arachides, on les mange la journée, pas la nuit. Quand tu manges les arachides la nuit, c'est la sorcellerie. Ah, je vous apprends. Quand nous, on était petits, on nous avait appris que les histoires de sorcellerie ne se terminent jamais. Ça veut dire que si on te donne les arachides, et puis il y a les aliments qui donnaient la sorcellerie, la viande, n'est-ce pas? L'arachide, les beignets. Quoi d'autre encore? Bon, les œufs ou des choses comme ça. Bon, les bonbons, ça va sorceller qui? On te donne les beignets, il paraît que tu manges les beignets ne se terminent pas. Tu les manges, ils ne se terminent pas. Et la nuit, on vient te demander, on te dit que les beignets, c'était la viande. Et les gens croyaient des choses comme ça.
Donc moi là, tu me donnes un beignet qui ne finit pas. Mais les beignets va souffrir. Je vais les manger. La nuit, je les mange. Pendant que tu viens réclamer, je les mange encore pour te montrer que je suis intéressé. Voilà. Et les arachides ne se mangent pas la nuit. Simplement parce que la journée, vous avez le temps de trier les bons des mauvais arachides. Mais de nuit, en général, vous ne regardez pas, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de moustiques là. Et je ne vous comprends pas. Vous allez boire là où les moustiques vous piquent. Il y a la musique, vous ne vous entendez pas bien, vous ne pouvez que vous parler de bouche à oreille. C'est tout. La musique joue très fort, les moustiques vous piquent, vous buvez des choses qui sont amères, les pombes, et puis vous prenez les arachides que vous ne voyez pas les bons et les mauvais. Quelle inspiration! C'est un manque de goût. Vous n'avez même pas le goût. Manque de goût et manque d'esthétique. Voilà, il faut faire attention aux arachides. Hein? Quand les arachides sont pourris, il ne faut pas les manger. Souvent, on peut avoir l'aflatoxine et ça provoque des cancers du foie. Et ce sont des cancers très rapides et très, très, très dangereux, bien sûr. Alors, le diagnostic, vous pouvez faire l'examen à frais ou après coloration au bleu lactique ou la coloration des gomories, comme ce que j'ai mis ici. Mais bon, je trouve que c'est trop compliqué pour vous hein, de comprendre la coloration des gomories. J'ai mis juste l'image pour vous montrer comment est-ce que l'aspergillus apparaît quand vous faites la coloration des gomories gros-côtes. Les aspergillus apparaissent comme ceci et cela. D'accord? Mais vous pouvez les cultiver sur saburo plus chloramphénicol ou gentamicine. C'est tout ce que je vous demande de retenir. Pour les aspergillus, sachez qu'il y a l'aflatoxine. Donc, dans une question où vous verrez aspergillus, où vous verrez aflatoxine, cancer du foie, souvenez-vous d'aspergillus, notamment aspergillus. Je peux mettre les genres, tout comme je peux ajouter même l'espèce. Mais si vous voyez aflatoxine, cancer du foie, cherchez aspergillus dans les questions ou dans les réponses. Vous avez compris? Mes questions seront seulement ça. Donc, vous avez la malchance de faire 20 sur 20 ou la bonne chance de faire 2 ou 4. Ça dépendra de vous. Mais seulement la vitesse à laquelle il faut répondre va tout déterminer. Vous n'aurez droit qu'à 1 minute par question. Donc, tu regardes l'énoncé de la question. Ça, aflatoxine, directement, tu prends. Si tu réponds en 15 secondes, 20 secondes, c'est bon. Mais il y a toujours des petits pièges. Hein. Parfois, je mets ne pas à la place des nœuds. Voilà. Vous devez être très malin et bien lire la question. Mais quand vous connaissez, c'est pam-pam, vous passez. Quand vous ne connaissez pas la question, laissez-la tranquille, passez à autre chose. Il ne faut pas perdre votre temps à répondre aux questions que vous ne connaissez pas. Alors, dans les traitements, l'amphotéricine B, hein, on l'utilise presque pour tous les mycoses, mais on peut également utiliser le vériconazole, qui est un dérivé imidazolé. D'accord? C'est vous qui parlez. C'est vous. C'est vous. Vraiment des vraies filles. Ça, c'est comme au jardin d'Éden. Tu as mangé les fruits? Non. 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 Les femmes, vraiment. Vous êtes le tout premier. Comment est-ce que tu peux aller parler à un serpent pendant longtemps, en absence de ton mari? Par chance. Par volonté. Tout le monde a peur du serpent, tout le monde voit les serpents. Coin, tout le monde fouille. Mais ça nuit, Adam était où? Il était là, non? Toi, tu trouves seulement serpent aller parler avec. Et conversation longue. Discussion, débat, conférence, débat. Présentation, diapositive, question-réponse avec les serpents. À la fin, maintenant, ils viennent. Adam, oh non, tu vois. Femme. Le cours est fini. Gérer la... Tu as envoyé les liens?